Les tempérants. Livre 2. Réflexion socio-économique pour la paix. Faire comprendre à la raison ce que le cœur sait déjà. Bernard Garde. Auto-édition en téléchargement gratuit sur le site https://bernardgarde-lestempérants.com. Copyright 2024. Tout droit réservé. À vous-même et pour nous tous. Découvrir l'essentiel, c'est regarder autrement l'évidence qui nous aveugle. Réflexion socio-économique 1. Le temps des humains. Aussi essentiel que puisse paraître le cadre politico-institutionnel de toute société humaine, depuis les rites et traditions d'une simple tribu néolithique jusqu'à la complexité administrative et réglementaire des pays contemporains les plus puissants, force est de reconnaître que notre première traversée océanique n'a couvert que l'apparence des choses, dans la mesure où la dimension politique n'est que le reflet souvent décalé des pratiques socio-économiques les plus quotidiennes. Nous avons pu constater que les rouages politiques jusqu'à présent improvisés par l'histoire définissent une règle du jeu largement faussée par la surdomination d'une infime minorité de citoyens sur la base d'intérêts égoïstes d'ordre économique, idéologique ou même religieux, fixant ainsi les barreaux d'une cage qui empêche toute évolution démocratique et populaire véritable en l'absence des garanties émancipatrices sans précédent désormais offertes par la République délodiste. En tout état de cause, la dimension politique de chaque société confirme les relations et tensions socio-économiques dont elle est la résultante et les entretient formellement en les institutionnalisant par la loi et via la constitution correspondante. Et ce, à tel point qu'à ce stade de l'histoire, tout progrès sociétal d'envergure systémique induira d'abord l'évolution délodiste, politique et pacifique, envisagée dans le livre Un des tempérants. Cela revient à dire qu'au fil du temps, toute société évoluée peut être décrite comme une sorte de pyramide encore imparfaite, dont la base est nécessairement ancrée dans la réalité géographique et historique d'un territoire écologiquement défini par ses ressources naturelles et sa population, et dont les côtés visibles en constituent les facettes sociales, économiques, culturelles et politiques, à travers une quadruple relation de complémentarité historique. Le bien-être collectif, ou l'équilibre sociétal durable, et l'altitude culturelle d'une telle pyramide dépendraient donc de l'emplacement optimal de son sommet dans le noble but d'approcher la perfection de celle de Khéops, à défaut du rêve unitaire d'une tour de Babel. Noble nécessité qui n'empêcherait pas pour autant de bâtir un monument évolutif en termes de dimension ou de matériaux, au fil du temps et des aspirations de l'humanité. Dans cette optique, le premier océan traversé étant l'Atlantique et son mystère politique, en référence à la civilisation idéale qui y serait engloutie, il est désormais temps de doubler le cap Horn et d'explorer le Pacifique, dont le nom plutôt trompeur cache la réalité de mécanismes socio-économiques sournoisement violents au point d'aboutir à la triste mondialisation financière que la main invisible du marché nous impose. Cela dit, avant d'entrer de plein pied sur le terrain concret des relations socio-économiques grâce à une approche aussi factuelle et exhaustive que possible, il est prudent de considérer la relation dynamique qui unit les quatre faces de la pyramide sociétale précédemment mentionnée, en prenant en compte le temps historique qui change sans arrêt les données multiples d'une société humaine en perpétuelle évolution. Car de ce point de vue précis, le projet des tempérants ne saurait afficher la prétention de stopper l'histoire en figeant quelques monuments pyramidal pour une vaine éternité, mais peut raisonnablement s'imposer comme l'étape incontournable permettant de garantir définitivement l'équilibre optimal de cette construction humaine évolutive en termes de proportions, et ce, quelles que soient les évolutions à venir et la culture des bâtisseurs. Le seul but de ces réflexions universelles est en effet de promouvoir la paix par la justice, en évitant désormais aux humains les constructions si bancales qui s'écroulent périodiquement sur les plus faibles à force d'oppresser structurellement la classe moyenne élargie, de laquelle dépendent la survie, l'essor et la pérennité de toute société civilisée. 1. Le paradoxe de l'histoire diagonale. Dans la durée, sur la page blanche de l'histoire des humains, on peut utilement se représenter l'incessante construction de nos sociétés à la façon de diagonales se présentant comme une suite de V renversés, en raison même du décalage permanent associant les trois dimensions économiques, sociales et politiques
de toute civilisation en évolution, sachant que la dimension culturelle constituera l'objet unique du livre 3 des tempérants. Au bas de la diagonale ascendante AB se situe la sphère concrète des relations socio-économiques quotidiennes entre tous les individus et groupes d'individus, à travers une créativité comportementale plus ou moins improvisée, dont le résultat aboutit peu à peu à la création ou à la modification d'une strate sociale organisée et conscientisée, située au milieu de la pente, puis, plus tardivement encore, à une prise en compte politique localisée au sommet de la diagonale en question. De fait, toute innovation importante dans le domaine microéconomique se cristallise en différé sous forme macrosociale, sitôt que son utilité historique la rend suffisamment contagieuse, entraînant non seulement l'adoption de nouvelles mœurs, mais plus encore l'apparition d'une nouvelle catégorie socio-professionnelle de plus en plus influente. Enfin, dans un troisième temps seulement, l'équilibre politique du sommet de la diagonale s'en trouve affecté, modifié, voire totalement réinventé, tel que le montre par exemple le parcours victorieux de la bourgeoisie française jusqu'au pouvoir suprême en 1789, et bien au-delà. Or, l'inertie et le décalage temporel qui président à la succession de ces trois étapes suscitent symétriquement l'apparition de la diagonale descendante du même V renversé, BC, dont la pente oblique exprime non seulement le délai d'application de toute décision gouvernementale éventuelle, mais plus spécifiquement encore, le fait qu'entre-temps, les nouvelles conditions socio-économiques ont pu évoluer au point de se trouver déjà bien au-delà de leur point A, et ce, même si à court terme, certains effets immédiats, dès lors superficiels, peuvent induire une pente descendante plus forte et donc plus courte, à la façon des toitures asymétriques en shed, si typiques des bâtiments industriels. Sachant qu'en outre, l'évolution microéconomique permanente fait généralement apparaître un nouveau V inversé lorsque le précédent atteint son sommet, le chevauchement de ces lettres identiques finit par ressembler à une succession de X, voire à une double spirale plus ou moins comparable à l'ADN, dans un perpétuel duo d'influence et de contre-influence, sinon même un trio, en incluant d'autres décalages probables dès l'étape intermédiaire du social, illustrant là l'inévitable complexité des interdépendances socio-économiques et politiques entre les humains, sur fond de mariage impossible entre individus et sociétés. Selon les moments de l'histoire de chaque pays ou nation, les V ou X qui s'aligneront sur la page du temps pourront changer de police, de taille ou de couleur, sachant que les moments où la sphère politique est en phase avec l'actualité socio-économique la plus fraîche sont hélas rarissimes et souvent associés à la remise à plat violente d'une crise historique aux conséquences humaines les plus désastreuses, maculant alors de sang et de sueur froide le vélin déchiré de l'aventure humaine. L'objectif des réflexions du livre précédent n'était autre que de gommer à l'avenir les dites crises, en permettant aux énergies libérées par la démocratie locale d'influer le plus directement possible sur la rationalité collective d'un gouvernement républicain enfin assuré par le peuple, en cohérence totale avec l'immense majorité de ses citoyens devenus égalitairement souverains. Mais qu'en est-il de la dimension socio-économique sous-entendue par une telle société? En gardant à l'esprit les représentations mentales de cette trame historique sociétale en V, X ou ADN, ainsi que l'image pyramidale déjà mentionnée, afin de ne jamais perdre de vue la recherche d'équilibre et le besoin de cohérence continue dans la complexité de facteurs socio-économiques en perpétuelle mutation, il est grand temps de définir une nouvelle approche des sciences économiques et sociales basée sur la réalité objectivée des rapports sociaux et autant que possible libérée des contingences historiques et autres interférences politiques indues. De fait, en s'approchant de la matière brute de l'actualité dans sa réalité socio-économique, on risque le plus souvent de réduire la science correspondante à de simples chiffres ou statistiques, voire à de savants calculs économétriques dépourvus de la moindre cohérence sociale, sans compter le danger de valider inconsciemment telle ou telle idéologie ou contre-idéologie politique, et ce, à plus forte raison sous l'influence des interférences de l'acteur gouvernemental. Mieux vaut dès lors repartir du point zéro en restant dans l'observation de faits aussi impossibles à nier que le postulat selon lequel 2 plus 2 font 4 dans la base 10 du vécu de tout humain. Car même si les derniers développements de certaines sciences exactes aboutissent à tout relativiser,
La réalité de nos expériences terrestres individuelles et collectives reste concrètement aussi limitée que mesurable. Et le premier devoir de toute réflexion utile consiste à respecter la condition humaine telle qu'elle se vit à la surface du globe. Dès lors, point n'est besoin de prendre pour objet scientifique la société libérale mondialisée dans sa contingence historique actuelle, ni même d'imaginer le miroir aux alouettes d'une société antilibérale pour tomber dans l'excès inverse d'un socialisme dictatorial quand la juste mesure s'avère accessible, moyennant la quête d'une observation plus objective, dans le sens pratique d'universellement pertinente. 2. Unité élémentaire et société minimale. L'élément de base constitutif de toute société n'est autre que l'individu adulte dans sa qualité de personne physique, censément autonome et responsable, qu'un besoin basique de survie d'abord, puis d'amélioration constante de sa condition matérielle et de son bien-être, pousse à aménager son environnement au fil d'une quête légitime de sécurité et de confort. C'est le cas d'école d'un Robinson Crusoe avant sa rencontre avec Vendredi, si souvent rappelé en guise d'introduction à maintes initiations aux sciences économiques. Même si la société est la condition de l'existence et de la pérennisation de l'individu de par la reproduction de ce dernier, le cas élémentaire du naufragé totalement isolé permet de constater que Robinson est bien obligé de satisfaire à ses nécessités les plus primaires, en particulier ici, de s'alimenter par la cueillette, la chasse ou la pêche, de se vêtir en fonction des conditions climatiques et de s'abriter via une forme de logement improvisé, tout cela dans le seul but de survivre, répondant ainsi à des besoins vitaux qui sont hélas encore loin d'être décemment garantis à tous les humains d'aujourd'hui. Pour ce faire, il produit un effort assimilable au travail et obtient un résultat concret sous forme de biens matériels, donc de bien-être relatif. Il peut épargner sa peine, s'investir dans une tâche nouvelle propre à gagner du temps, évaluer le prix que lui coûte la capture de tel ou tel gibier en termes d'efforts et de temps consacré à sa recherche, autant de choix concrets démontrant qu'à lui seul, ce naufragé solitaire constitue déjà l'embryon véritable d'une microéconomie condamnée à l'autonomie la plus absolue. L'individu, en sa seule condition d'acteur économique ou de décideur autonome, animé tout autant par son libre arbitre que par ses besoins vitaux, constitue dès lors l'élément premier de toute société. Et contester cette évidence équivaudrait aussitôt à nier la liberté et les droits fondamentaux de chaque citoyen sur le plan politique. En opérant des choix priorisés en fonction de l'évaluation spontanée et intuitive de ses besoins, Robinson Crusoe fait preuve d'un comportement forcément rationnel de son propre point de vue, au sein d'une réalité strictement économique, puisque n'impliquant au départ aucune autre personne. Dès lors que le célèbre naufragé rencontre celui qu'il nomme Vendredi, la réalité de leur contact humain devient socio-économique, et la solitude de chacun disparaît au profit de la naissance d'une société minimale limitée à 2 individus seulement, tandis que leur rapport d'interdépendance offre de nouvelles possibilités qu'un seul homme ne saurait envisager, non sans impliquer en contrepartie un risque de domination de l'un sur l'autre, de conflit d'intérêts ou d'incompatibilité de choix concernant les priorités, et dès lors la nature même des besoins matériels à satisfaire. Ainsi, le contact et les échanges entraînés par la présence de 2 individus en un même endroit forment aussitôt une société qui complète la fiction accidentelle d'une économie individuelle par la dimension inévitablement grégaire ou sociale de tous les humains que nous sommes. La solitude provisoire de Robinson Crusoe, puis sa rencontre avec Vendredi, permettent donc de différencier l'économique du social dans leur état le plus embryonnaire. Et il est vrai qu'à l'instar d'Adam et Ève, tout couple partageant temps et espace forme une micro-société déjà viable et reproductible à l'infini, dans laquelle les rapports sociaux et économiques, bien que supposément gratuits, sont loin d'être simples, s'il faut en croire la proportion de divorces et de conflits qui caractérisent trop souvent la vie conjugale jusqu'à présent. Cela souligne à quel point les comportements et leurs subtils ressorts psychologiques déterminent la teneur et la qualité du moindre rapport interindividuel, révélant des personnalités de tempérament et de force aussi uniques que variables, selon la définition même de tout être vivant. Dès ce niveau élémentaire, la complexité de ces comportements socio-économiques révèle le besoin subséquent d'associer individus et sociétés dans une juste complémentarité, afin d'éviter la lutte permanente de l'état de nature décrit par Hobbes,
dans un intérêt partagé pour une relation apaisée, condition sine qua non de la réalisation d'objectifs communs améliorant le sort de chacun des partenaires. Nous retrouvons là l'enjeu économique et social de la démocratie, puisque toute société est fondée sur la définition plus ou moins consciente d'un idéal commun susceptible d'associer de gré ou de force les volontés individuelles. Et nous savons déjà à quel point ladite force peut être contraignante envers la majorité dans le cadre d'une économie exagérément libérale doublée d'une constitution insuffisamment démocratique. Ayant ainsi défini le cadre physique minimal de l'individu et de la société, il est temps de considérer la source première de la valeur socio-économique et son universalité. 3. L'égalité objective du temps humain. L'élément de base de toute valeur socio-économique n'est autre que le temps de vie impliqué dans la moindre activité, voire inactivité humaine, en tant que durée physiquement vécue ou dépensée d'une manière ou d'une autre de façon définitive, et dont la valeur objective constante dérive de la précarité temporelle du principe même de vie. De la naissance à la mort, chacun de nous dispose en effet d'un capital vital variable et imprévisible en termes de durée disponible ou de longévité, tandis qu'a priori, du moins au départ de la vie, toutes les potentialités individuelles sont naturellement identiques dans leur infinie variété pour tout être humain normalement constitué, par le seul fait de la loterie foncièrement égalitaire qui préside à la naissance de chaque individu autant qu'à l'essence de son être et à sa fin inéluctable. Lorsque des différences sont statistiquement observables, elles ne sont dues qu'à l'interférence historique de nos cultures et de nos sociétés, et résultent, dans ces cas-là, d'inégalités le plus souvent sociales, économiques ou culturelles, au sens le plus large du terme, ce qui n'empêche aucunement de constater par ailleurs que, dès leur naissance, certaines personnes malchanceuses puissent se trouver gravement handicapées, de façon accidentelle. Hormis ces tristes exceptions, dont les cas extrêmes seront sans aucun doute appelés à se raréfier dans un monde devenu meilleur sous l'effet bénéfique d'un progrès plus encore sociétal et humain que seulement médical, force est d'admettre que nous naissons malgré nous tout à la fois uniques, différents, mais objectivement égaux, armés d'un capital génétique, d'un tempérament parfois héréditaire, ainsi que d'un corps doté d'une intelligence potentielle, qui constituent autant d'atouts éventuels, pour peu que notre éducation et surtout notre contexte socio-économique en stimulent les meilleurs côtés. Soumise à un compte à rebours imperturbable qui grignote minute après minute notre frêle existence terrestre, chacun d'entre nous vit un parcours unique en fonction de ses choix ou non-choix, en se frayant un destin si possible heureux dans le monde complexe avec lequel il faut composer de gré ou de force, et chaque aventure individuelle peut offrir d'incroyables surprises, au gré de rencontres et d'un hasard que seule quelque volonté peut réellement transformer en opportunité. De fait, et en dépit des inégalités sociales et culturelles criantes, qui statistiquement offrent des chances très variables de réussite dans tous les sens relatifs que ce terme peut recouvrir, nombreux sont les parcours individuels paradoxaux qui prouvent chaque jour que rien n'est joué d'avance. Le fait de naître pauvre peut stimuler d'aucuns à devenir un self-made man multimillionnaire, tandis que nombre d'héritiers de la bourgeoisie dorée peuvent s'avérer totalement incapables de s'épanouir, au point de finir ruinés par le jeu, l'insouciance ou la drogue. La santé, le bon moral et l'intelligence ne sont l'apanage d'aucune catégorie sociale à l'échelon de chaque vie particulière, preuve, s'il en faut, que l'argent ne saurait tout acheter ou garantir, et à plus forte raison s'agissant d'affection ou de sentiments. Ainsi donc, en se libérant de la loupe déformante résultant des conséquences socio-économiques et culturelles de notre condition animale encore trop partiellement humanisée, force est de reconnaître qu'en réalité, l'égalité naturelle préside à la naissance de chacun d'entre nous, aussi étrange que cela puisse paraître, et que même la plupart des handicaps usuels éventuels peuvent positivement servir notre destin, ce que de nombreux acteurs ou artistes prouvent chaque jour sur scène ou dans nos cinémas. Or, il en est de même du capital de temps disponible pour chacun d'entre nous, puisque notre longévité individuelle est par définition imprévisible, le rideau pouvant tomber sans prévenir sur chaque destin particulier sous forme d'accident ou de maladie, si ce n'est en raison de l'usure extrême qu'on appelle vieillesse. Certes, les progrès constants de la science et de la médecine permettent aux plus chanceux d'entre nous
de rester plus longtemps en bonne santé, mais de nombreuses autres maladies ou affections nouvelles se développent sous l'effet contraire d'un mode de vie et d'un environnement précisément détérioré par certaines des conséquences socio-économiques propres au néolibéralisme mondialisé dénoncé dans ses réflexions. En tout état de cause, bien loin des rêves scientistes qui prétendent nous rendre un jour quasiment immortels, la vie terrestre a sa limite individuelle, et seule l'espèce humaine en tant que société peut défier le temps de génération en génération, laissant à chacun d'entre nous la possibilité d'ajouter sa contribution unique, si modeste soit-elle. La valeur irremplaçable de nos vies humaines tient donc tout entière dans sa fragilité temporelle. Et le premier postulat le plus évident qu'il nous faut admettre est bien celui de l'égalité naturelle ou objective qui associe tous les êtres humains rendus de faits contemporains par leur naissance sur la planète Terre à une époque donnée. Il ne faut voir là que la simple affirmation d'une réalité évidente au départ de chaque vie, équivalente à l'égalité des droits politiques déjà proclamés et reconnus depuis longtemps par tous les esprits libérés des travers autocratiques, que ces derniers soient d'ordre temporel ou spirituel. Nier cette évidence revient à mettre le doigt dans l'engrenage mortifère de la discrimination ou de l'esclavagisme, sous quelque prétexte que ce soit, en supposant que par nature, certains individus seraient inférieurs à d'autres, et plus encore, que la valeur même de toutes les vies individuelles ne serait pas identique, alors que toutes les différences observables dans nos sociétés humaines ne sont que les résultats historiques déformants d'interactions socio-économiques, culturelles et politiques. D'où l'intérêt de se libérer de toute valeur historiquement relative pour constater l'égalité naturelle absolue qui caractérise les vies individuelles, du moins à leur point de départ, même si, aussitôt après la naissance, les données contingentes d'un environnement géographique, historique et humain interfèrent avec chaque parcours unique. Dans toute société développée qui se respecte, la vie, ne serait-ce qu'en tant que survie biologique, constitue le bien primaire le plus précieux, en tant que condition préalable à toute autre dimension humaine, et sa valeur universellement identique ne dépend donc en aucune façon du statut historique de l'intéressé, du moins du seul point de vue objectif. Lorsque quelque catastrophe se produit et que l'urgence requiert aussitôt des secours médicaux, toutes les victimes se trouvent de fait égalitairement secourues, sans aucune considération de catégorie socio-professionnelle, d'opinion politique, de culture ou même d'appartenance religieuse éventuelle. Autrement dit, leur vie a bel et bien le même prix, la même valeur aux yeux des secouristes, dont les priorités ne tiendront compte que de la gravité des blessures, indépendamment de tout autre critère. Si, pendant la suite du traitement médical, certaines victimes se trouvent favorisées quant à la qualité des soins, au renom du chirurgien ou au lieu de convalescence, il ne s'agit là que d'un biais sociétal, de fait plutôt injuste, culturellement induit par les travers et préjugés d'une société inachevée, et dont l'aspect inégalitaire ne peut que choquer tout esprit parfaitement neutre. Cet exemple montre à quel point la valeur objective ou naturelle de la vie est identique pour tous, tandis que notre évaluation individuelle, culturelle ou sociétale se trouve subjectivement biaisée, induisant une inégalité de traitement pour le moins choquante en l'occurrence, sauf en cas de différenciation individuelle pleinement assumée par chacun sans aucun débordement objectif sur l'égale liberté d'autrui. 4. La valeur objective, ou minutée. Le deuxième postulat de départ, toujours impossible à démontrer de par l'évidente permanence de sa réalité, n'est autre que l'égalité et la constance absolue de la valeur temps à notre échelle humaine. Dans son expression socio-économique ici quantifiable en une fraction pratique et vécue très facile à se représenter, puisqu'il s'agit de la minutée. Cette unité de temps universellement partagée représente concrètement une minute exacte de temps humain définitivement vécu et nécessairement investi dans une quelconque activité, y compris le simple repos, et la subdivision horaire qu'elle représente mérite logiquement l'appellation explicite de minutée, tout comme on peut parler d'une cuillerée d'huile en cuisine ou d'une pelletée de terre au jardin. Il paraît pour le moins réaliste de poser l'hypothèse que toute vie humaine peut se mesurer ainsi, puisqu'il est déjà évident pour chacun que la source de toute valeur économique est le travail, c'est-à-dire la dépense énergétique humaine nécessaire à la production d'un bien ou d'un service,
via l'activité. Or, en laissant de côté toute considération socio-économique ou culturelle historiquement contingente et propre à relativiser cette valeur temps, on peut aussitôt remarquer que la minuté est d'une valeur constante, quelle que soit son affectation pratique, dans le vécu de chaque individu, nonobstant l'élasticité psychologique qui nous fait parfois trouver le temps trop long ou trop court en fonction des circonstances du moment de vie à passer. En réalité, chaque minute a naturellement la même valeur objective, et ce, tant à l'échelon d'une seule vie qu'à celui d'une société de millions d'êtres humains ou même d'un marché mondialisé. Toute autre considération tendant à y mettre un prix différent, qu'il soit affectif ou sociologique, n'est que le résultat empirique d'une culture très particulière, d'un cadre historiquement et géographiquement défini, qui dès lors affecte à cette minuté une valeur relative, subjective ou artificielle, en contraste avec la valeur absolue, objective et naturelle des 60 secondes de vie humaine concernées. Vivre, du moins vivre librement, c'est pouvoir choisir d'affecter tel moment à telle activité, dans tel but qui nous paraît utile ou agréable, sachant que le compte à rebours fatal qui nous est imparti rend chaque instant précieux et unique. C'est aussi accepter de sacrifier un segment de temps vécu pour une finalité jugée prioritaire, ce qui, du point de vue socio-économique, revient à transformer ces secondes définitivement mortes en un résultat censé nous épanouir dans le meilleur des cas. Ainsi, à la façon d'un Léonard de Vinci qui, fort de sa propre lucidité, croyait apprendre à vivre alors qu'il apprenait à mourir, chacun de nous est appelé à transcender l'évaporation de son temps par la jouissance de chaque instant, particulièrement grâce à la permanence cumulative d'un résultat concret, humain ou matériel, propre à nous épanouir dans une utilité partagée. En conséquence, la valeur objective naturelle que représente la minuté notée MNT est la seule unité de mesure susceptible de rendre compte de toute relation socio-économique factuelle, à quelque échelle que ce soit, et pourrait même s'adapter pour servir de base à l'évaluation de notre environnement, comme de ces rares et si précieuses ressources, dans le cadre d'une conscience écologique accrue par les apports de la pensée tempérante. Pour ce qui concerne ce livre 2 des tempérants, la minuté permet enfin de rendre l'analyse théorique objective de bout en bout, en reliant ses dimensions microéconomiques et macroéconomiques de façon aussi transparente et continue que possible. La nature concrète et universelle de cette unité de mesure respecte par ailleurs la réalité la plus quantifiable qui soit, tout en permettant aussi de connecter, pour la première fois sans déformation ni édulcoration possible, les conditions socio-économiques pratiques de l'individu et de la société, afin que les futurs calculs économétriques et autres modélisations éventuelles qui en découleront ne soient plus jamais dépourvus de leur dimension humaine et sociale. Cela revient à dire que tous les aspects comptables, pratiques et théoriques, autant que les prix et les valeurs monétaires, deviendront transparents, en pouvant de la sorte s'exprimer en quantité ou transfert de temps vécu, rendant accessible à chacun la signification pratique de n'importe quel niveau de gestion socio-économique. Il suffira pour cela de comparer toute donnée disponible par rapport à sa réalité vécue en minuté, en convertissant dans cette unité de mesure tous les chiffres et nombres statistiquement obtenus de prime abord en base 10, afin de ne plus jamais perdre la réalité horaire, humaine et sociologique en jeu au fil des raisonnements. Rappelant ici ce que Sir William Petty cherchait à définir en tant que universal par, ou sorte de dénominateur commun, alors qu'il compilait statistiquement la richesse de l'Irlande nouvellement conquise par l'armée anglaise de Cromwell, l'unité de mesure que représente la minuté permettra en prime de conserver la référence immuable de cette valeur objective et naturelle, par contraste avec la valeur subjective et toute relative de nos mœurs sociales, condition préalable à un nouveau mode de calcul économique plus exhaustif que jamais, dans l'optique légitime d'optimiser enfin ce dernier à travers sa double dimension économique et sociale, en considérant aussi facilement les domaines publics que privés. C'est enfin grâce à cet instrument de mesure, outil direct de compréhension du réel, que la Constitution délodiste pourra inclure et mesurer la teneur des droits socio-économiques sans lesquels aucune paix ou justice sociale n'est possible, ni aucun droit politique effectif, à condition de pouvoir rendre techniquement complémentaire et paritaire l'égalité minimale et la liberté d'entreprendre,
dans le sens le plus large possible de ce dernier terme. En connectant ainsi l'analyse et la théorie à la mesure réelle la plus constante et fiable qui soit, du moins à l'échelon terrestre de nos vies humaines, il n'est pas impossible qu'un nouvel objet scientifique apparaisse, ou plutôt que les sciences économiques soient à même d'établir quelques lois naturelles, enfin pertinentes, en tout lieu et à toute époque. De fait, on a coutume de dire qu'une science humaine ne saurait être exacte, puisque l'homme fait lui-même partie de son objet d'étude, ce qui entraîne un risque de biais subjectif inévitable, ainsi qu'une auto-manipulation plus ou moins volontaire des résultats éventuels. Assertion tout à fait justifiée aussi longtemps que l'on considère comme objet d'étude la société dans sa complexité historique grandement improvisée. Mais dès lors que l'on pourra rattacher chaque paramètre d'étude future à l'élément objectif et immuable d'un seul temps humainement vécu via la minuté, cette dernière deviendra une référence permanente d'une utilité sans précédent, à la manière d'un phare côtier, ou mieux encore d'une bonne étoile polaire guidant le navigateur jusqu'au port d'une conclusion réaliste et pertinente. À tout le moins, c'est là la garantie de pouvoir développer une théorie économique et sociale respectant le vécu de chaque acteur de nos sociétés humaines, et ce, quel que soit le lieu et l'époque considérés, libérant de la sorte les futurs économistes de l'impasse si ridicule d'équations économétriques ou financières aussi savantes qu'inutiles. 5. Money is time. Robinson Crusoe, soumis comme tout être vivant à la loi de la précarité temporelle, montre ainsi le fondement de la valeur économique stricto sensu avant sa rencontre avec Vendredi, puisque chacune de ses actions de survie ou d'amélioration de son confort lui coûtera un effort strictement mesurable, en minuté, c'est-à-dire en durée de vie sacrifiée à l'obtention du résultat correspondant, qu'il s'agisse de la chasse, de la cueillette, ou a fortiori de la fabrication du moindre objet. Du point de vue objectif et naturel de son compte à rebours vital et personnel, chaque minuté, que nous pouvons désormais écrire sans majuscule, a bel et bien le même poids temporel, tandis que le prix ou la valeur de ce qu'il obtiendra via son activité solitaire dépendra directement du nombre de minutés nécessaires à la satisfaction du besoin ressenti. Ainsi, notre Robinson nous enseigne-t-il que la valeur objective ou le coût objectif de toute chose n'est que l'addition du temps consacré à l'obtention du résultat escompté, ce qui revient à douter de l'adage selon lequel « time is money », du moins dans l'ordre révélateur que cette formule très anglo-saxonne impose à notre monde. En effet, bien que cette équation verbale soit par définition réversible, sa présentation usuelle tend à faire croire que le temps n'a pour valeur que la somme d'argent qu'il permet de gagner, et sous-entend surtout que le temps de telle personne peut être infiniment plus précieux que celui de telle autre, incluant aussitôt un biais social et historique qui n'a plus rien de naturel ou d'objectif, au sens de l'égalité fondamentale unissant tous les êtres humains face au principe de vie. Cette vision pour le moins réductrice du temps se trouve biaisée par le comportement caractéristique de la loi de nature déjà mentionnée, par laquelle les plantes, les animaux et les humains se trouvent assujettis à une concurrence vitale basée sur la violence et la surdomination, bien au-delà des solidarités objectives naturelles de l'existence. De fait, la réalité historique de la vie terrestre organise la coexistence obligée de tous les êtres vivants via de multiples et subtiles coopérations complémentaires, hélas toujours chapeautées et tristement relativisées par la loi du plus fort, induisant une distorsion permanente du principe égalitaire présidant à la naissance de toutes les entités individuelles, surtout dès lors qu'un leadership justifié s'aggrave en surdomination aussitôt illégitime. Or, les humains se caractérisent par leur quête insatiable d'une constante amélioration de leurs conditions historiques et géographiques, matérielles et sociales, précisément grâce aux civilisations qu'ils bâtissent via la connaissance qu'ils accumulent tant bien que mal. Le cas précis de cet adage entre le temps et l'argent révèle donc ici le fossé qui sépare l'impression, en apparence si évidente, affirmée par l'ordre de ces deux termes, de la réalité aveuglante et objective qui permet de soutenir que, bien au contraire, l'argent n'est que du temps. Car dans la microsociété composée des seuls Robinson et Vendredi, l'argent se trouve déjà sous-entendu, présent à tout moment sous la surface de l'interrelation entre ces deux êtres, via un transfert inévitable de valeurs objectives mesurables
en minuté, révélant aussitôt le biais historique susmentionné, puisque, précédemment à cette rencontre, Robinson se trouvait dans la situation d'un nouveau-né adulte, aussi intégralement libre et indépendant que possible en raison de son inexistence sociale, les seules contraintes ne pouvant provenir que de l'environnement naturel, à ce stade solitaire. Il n'est nul besoin d'être économiste pour constater que le temps vécu à titre individuel se passe d'argent, tout en impliquant déjà la valeur de chaque minuté, tandis que la moindre notion d'argent est indissociable de toute situation de coexistence de deux à une infinité d'individus, en tant que moyen d'évaluation de quelques transferts ou partage de valeurs précisément minutaires, dans le sens vital et universel de ce terme. 6. La minuté, valeur socio-économique universelle. Une fois retiré le voile obscur de la contingence historique et de ses aléas culturels, la minuté se révèle comme la seule et unique valeur objective réellement universelle, permettant enfin de comprendre, au sens étymologique, d'inclure et d'associer tous les éléments et toutes les échelles de notre évolution socio-économique, ce qui devrait, à terme, révéler les lois ou les fondements naturels de la condition terrestre de tous les êtres vivants dans leurs aspects relationnels les plus pratiques, à tel point que même les animaux et autres végétaux pourraient se sentir objectivement concernés si leur niveau de conscience égalait celui des humains. De fait, le contact établi entre Robinson et Vendredi induit une interdépendance qui entraîne aussitôt un échange de valeurs en même temps qu'un changement de nature de cette valeur temps, puisque, de strictement économique, cette dernière devient socio-économique dès lors qu'elle implique deux personnes. Toute communauté d'existence en un même lieu et sur une même période implique donc un échange de valeurs qui conditionne aussitôt la suite des relations sociales induites, en fonction directe des initiatives, comportements, actions et réactions des protagonistes de l'histoire micro-sociétale qui se mettent en place. Or, qu'ils soient conflictuels ou pacifiques, et en l'absence de toute conscience suffisamment objective, le fameux contact en question n'a plus aucune chance d'être durablement égalitaire ou équilibré en termes d'échange de valeurs, à la fois psychologiques, morales, physiques ou concrètement matérielles. S'agissant en particulier du travail ou de l'effort impliqué par l'aménagement de l'environnement immédiat pour la satisfaction de tous les besoins supposant coopération ou échange, les valeurs objectives transmises ne seront plus équivalentes, induisant peu à peu la dépendance de l'un par rapport à l'autre en fonction de critères subjectifs dès lors de plus en plus artificiellement entretenus. Imaginons un instant que Robinson et Vendredi créent chacun séparément divers objets qu'ils souhaitent échanger, ne serait-ce que partiellement. Le troc aussitôt impliqué par cette situation, en l'absence de monnaie d'échange, ne peut être basé que sur une estimation de valeur des plus empiriques, pour ne pas dire inéluctablement pifométrique. En effet, au sein de cet embryon d'échange commercial, il s'avère impossible pour chaque acquéreur ou acheteur d'apprécier précisément la valeur, le coût ou le prix objectif de l'objet convoité, a fortiori si ce demandeur ne sait pas comment créer ou se procurer lui-même le dit bien. Dès lors, le prix demandé par le vendeur a toutes les chances d'être surévalué ou sous-évalué, s'éloignant ainsi de sa valeur objective ou réelle. Il va de soi qu'il en est exactement de même pour tout échange de valeur ou d'effort s'agissant d'une situation de répartition du travail dans un but peu ou prou partagé. Cette interdépendance inégalitaire opère dès lors une authentique soudure sociale entre deux êtres complémentaires, tout en distordant spontanément par la même occasion l'égalité naturelle des valeurs objectives, telles qu'exprimables en minuté. Notons ici que si la situation d'échange pouvait de la sorte se multiplier entre offreurs et demandeurs dans une réciprocité d'ignorance et de besoin aboutissant à faire gagner tantôt l'un, tantôt l'autre à chaque nouvelle occasion, le marché dual qui en résulterait pourrait s'équilibrer globalement en termes d'échange de valeurs objectives, à travers une interdépendance égalitaire extraordinairement miraculeuse. Or, il n'en est rien, et bien au contraire, l'histoire démontre que tout contact prolongé aboutit très vite à la dépendance chronique de l'un des protagonistes via la domination, puis surdomination quasi constante de l'autre. Les raisons expliquant ici l'aspect systématique du déséquilibre observable peuvent être évidemment multiples. Dès les premiers temps de l'humanité, elles tiennent à la force physique,
voire à une certaine forme d'intelligence tactique des premiers dominants, lesquels se sont aussitôt appropriés tout l'espace disponible et ses précieuses ressources en assujettissant leurs contemporains via la justification de leurs droits devenus entre-temps héréditaires par l'intermédiaire de n'importe quel prétexte disponible, en particulier d'ordre religieux, tendance évolutive spontanée qui valide de fait la morale d'un Jean de La Fontaine, selon lequel la raison du plus fort est toujours la meilleure. Cela dit, bien que devenue si commune de par la loi du marché qui constitue le seul mode d'évolution historique par défaut de notre incomplète humanité, l'intelligence tactique en question ne saurait pour autant être séparée du revers de sa brillante médaille, puisque l'on peut tout aussi légitimement l'apparenter à la sournoiserie, la duperie, voire au vol caractérisé ou à la violence délibérée, du moins vis-à-vis de la situation d'égalité naturelle, qui précède par essence l'histoire sociale. Au gré d'une évolution des plus empiriques, la légalité historique a remplacé la légitimité naturelle via des comportements dictés par la concurrence face à la rareté des ressources, autorisant dès lors un progrès social trop relatif pour assurer une progression pacifique et harmonieuse, du moins s'agissant ici des humains et de l'idéal de mieux-être et de justice qui les caractérise. 7. Le paradoxe de l'endettement objectif. Ainsi donc, à tout le moins en termes de valeur objective et dans le cadre de relations socio-économiques usuelles, hors la gratuité du cercle familial ou purement associatif, toute personne recevant plus de minutés qu'elle n'en donne à travers l'échange profite des avantages de la domination, tandis qu'à l'inverse, toute personne recevant moins de valeur qu'elle n'en fournit subit une situation de dépendance ou de soumission. Certes, l'histoire humaine montre aussi que cette apparente injustice est compensée par quelques devoirs parfois assumés par les dominants au profit des dominés, à l'instar de la protection des serfs et vilains par le seigneur féodal en cas d'absolu danger extérieur, ou de la fourniture d'emplois et donc aussi de salaires par le chef d'entreprise en économie de marché. Mais force est bien de constater à cet effet que l'équilibre toujours très précaire de ces relations complémentaires trahit avant tout un risque permanent d'abus de pouvoir, dont la seule limite est un rapport de force aléatoire au gré de révoltes, de grèves et autres révolutions ou guerres qu'un avenir dûment pacifique et humainement progressiste devrait bannir. Il est indéniable que malgré les hoquets douloureux de l'histoire humaine, les rapports socio-économiques tissés au sein des civilisations qui se succèdent ont tendance à s'améliorer peu à peu, tandis que la violence globale diminue effectivement, ce qui permet de dire qu'en temps normal, au stade optimal et mature de chaque nouvelle société, la situation de la plus grande partie des dominés est en principe meilleure que lors de tous les paliers historiques qui ont pu précéder, réalité que corroborerait sans doute une juste comparaison entre les travailleurs ou même les personnes assistées d'aujourd'hui et les serfs ou esclaves des temps révolus, en supposant que ces dernières conditions aient disparu. Il n'en reste pas moins que jusqu'à présent, chaque civilisation connaît une période de vieillissement et de décadence en conséquence des abus précités et d'un décalage devenu incohérent entre les valeurs sociales objectives et historiques, avec pour effet la corruption de ses pouvoirs politiques et administratifs, la dévalorisation de ses principes moraux, la tétanisation de ses rouages fonctionnels, la paupérisation croissante des dominés, la décadence des mœurs, de la culture et des arts, ainsi que la disparition du lien social et son remplacement par toutes les formes possibles de violence exacerbée. C'est alors que la pyramide sociétale précitée s'effondre sur elle-même à la façon d'un château de cartes par trop fragilisé, laissant place, après maintes souffrances inhumaines, à une nouvelle tentative de vivre ensemble censée tenir compte des erreurs précédentes. À ce stade des réflexions socio-économiques, et à l'instar de ce qui se produit dans la sphère politique, il apparaît dès lors que le biais historique impliqué par la pesanteur de nos comportements spontanés, pour ne pas dire animaux, aboutit inéluctablement à la chute de nos multiples sociétés humaines, principalement du fait de l'ignorance des véritables valeurs échangées, et en raison de notre difficulté à respecter la réalité objective initiale de l'existence dans son essence universelle. D'où l'intérêt urgent sans précédent de tout reconsidérer via la référence factuelle et permanente de la minuté, véritable fil d'Ariane à ne lâcher sous aucun prétexte.
Or, la juste prise en compte de cette valeur temps incontournable, tout aussi égalitairement répartie que la simple durée des 60 secondes qui composent chaque minute de vie terrestre, permet de remarquer ici un très étrange paradoxe, puisque, de fait, toute surdomination historique socio-économique, individuelle ou collective, susceptible de révéler un quelconque accaparement de valeurs objectives mesurables en minutés, équivaut symétriquement à un endettement du dominant vis-à-vis du dominé du point de vue de la réalité naturelle ou objective. Cela s'accomplit au travers de la situation d'interdépendance inégalitaire déjà mentionnée, dont la base est la victoire du plus fort sur le plus faible via la situation de concurrence interindividuelle dérivant de la rareté vitale, selon les critères subjectifs propres à chaque nouvelle fiction historique collective. L'aspect relatif des comportements socio-économiques induits par telle ou telle civilisation permet de considérer comme légale, normale et morale toute situation d'interdépendance inégalitaire rendue nécessaire par le niveau de développement sociétal de la période historique correspondante. Ainsi en est-il de l'esclavage, pratique qui fut très longtemps admise comme naturelle et moralement justifiée du seul fait de son utilité socio-économique avérée, tout comme il en fut de l'ordre médiéval et de la condition du servage en d'autres temps. Ces situations de surdépendance nette, aussi choquantes et scandaleuses qu'elles puissent paraître aujourd'hui, perdurent hélas en de trop nombreux endroits du monde, avec la complicité directe de la logique économique néolibérale, telle la honteuse condition des enfants doublement mineurs d'Asie, d'Afrique ou d'Amérique latine, ou celle des millions de travailleurs chinois enfermés jour et nuit au sein de leurs usines. De fait, pour autant qu'elles puissent se révéler, entre autres choses via le dénominateur commun de la minuté, et quelle que soit l'époque considérée, la situation de dépendance de tout dominé s'avère peu ou prou de même nature que l'esclavage, tandis que son évolution dans le long terme ne traduit qu'un changement de degré, malgré les progrès matériels et sociaux indéniables autorisés par chaque nouvelle étape historique. 8. Endettement objectif et équilibre sociétal. L'endettement des dominants du seul point de vue de la réalité objective doit pourtant être relativisé, précisément selon le critère de son utilité historique variable, dans la mesure même où ces leaders socio-économiques sont souvent porteurs d'initiatives susceptibles d'associer leurs suiveurs en vue de réalisations en partie profitables à tous. Si Robinson Crusoe a l'idée d'entreprendre telle ou telle action concrète nécessitant la collaboration de Vendredi, il est bien nécessaire et somme toute logique que le premier prenne le commandement du second dans la réalisation de l'objectif correspondant, ce qui implique un minimum d'intérêt supposé commun aux deux protagonistes et sous-entend déjà un embryon de contrat social à travers une complémentarité de faits. Dès lors, tout n'est qu'une seule question de dosage et de proportion, via la définition d'un équilibrage politique et social acceptable par les deux personnes concernées, tandis que l'utilité commune supérieure de Robinson dans ce cas précis, avérée par son initiative prometteuse d'un mieux-être partagé, justifierait sa position de dominant, avec la valeur objective supplémentaire qui pencherait en sa faveur dans la balance déséquilibrée de l'interdépendance inégalitaire déjà mentionnée. À ce stade de la réflexion, il faut donc espérer que la prise en compte de la minuté en tant que valeur ou mesure objective et absolue, autant que la comparaison qu'elle autorisera avec l'évolution sociétale subjective et relative du stade historique considéré, permettront de définir un point d'équilibre optimal, au-delà duquel la disproportion aboutit d'une part à un gaspillage économico-écologique et d'autre part à l'effondrement sociopolitique inéluctable de la civilisation ou du système en cause. Nous retrouvons là le risque d'abus de pouvoir inhérent à toute autorité plus ou moins autoproclamée et toujours imposée dans le cadre empirique de l'histoire humaine, dont le drame est tout entier contenu dans la contradiction des fins et des moyens, et plus encore la tentation permanente de l'excès ou de l'intempérance, tendance si ouvertement exacerbée par notre société de surconsommation. La nature, à travers la réalité tout aussi historique de sa faune et de sa flore, construit et fait très lentement évoluer, par simple adaptation réactive, d'innombrables sociétés animales ou végétales d'un niveau de conscience déjà fort conséquent, dans une subtile harmonie relativisée par l'acceptation de la loi du plus fort, dans la mesure où un équilibre quasi permanent
ne la pousse jamais à l'excès, sous peine de rééquilibrage impitoyable. Or, le propre des humains est de ne pas se satisfaire de cette pesanteur et de souhaiter, même sans le formuler, s'approcher asymptotiquement d'un idéal comparable à l'état objectif et quasi égalitaire de leur naissance ou de leur origine, avant toute histoire individuelle ou collective, comme en témoigne l'évolution des mentalités et des mœurs sociales et politiques. Malgré le triste effet de ressac temporaire de périodes décadentes hélas récurrentes. Cette quête inconsciente n'est pas sans rappeler celle du paradis perdu, tandis que notre pseudo-supériorité sur le monde animal ou végétal nous vaut d'être tout autant capable du pire que du meilleur via maintes formes d'extrémisme comportemental. Inlassablement, à la façon obstinée d'une vague océane voulant surmonter un obstacle, le génie collectif de la conscience humaine se dépasse d'air en air pour le meilleur de sa finalité absolue en risquant le pire de ses moyens relatifs, dans un danger chaque fois augmenté par l'irraison de ses finalités intermédiaires. Le point d'équilibre susceptible de garantir les proportions harmonieuses de nos sociétés futures devrait donc être l'aboutissement de ces réflexions afin de mieux canaliser le flot de l'histoire dans l'intérêt de tous, et seule la minuté constitue l'outil de mesure factuelle approprié pour parvenir enfin à déterminer ce seuil de tempérance du point de vue socio-économique, dans le respect total de la loi naturelle sous-jacente. 9. Minuté et rareté. La rareté des moyens de subsistance disponibles pour la simple survie de notre Robinson encore solitaire suppose de sa part un effort quotidien de chasse et de cueillette, doublé de la recherche risquée qui consiste à se procurer l'aliment comestible en évitant le poison. Du seul point de vue de l'objet des présentes réflexions, cette quête vitale est déjà mesurable en minutés, tandis que tous les besoins alimentaires qui se diversifient au fil des jours définissent aussitôt un semblant d'objectif économique, par lequel le naufragé peut choisir librement telle ou telle activité dans un but déterminé. Outre sa force physique, le seul capital dont dispose ce dernier se limite au temps disponible de chaque journée, tandis que chaque bien naturel tombant en sa possession pour sa consommation, immédiate ou différée, n'aura de facto pour stricte valeur que le nombre de minutés nécessaires à son obtention. Ainsi son goût dictera-t-il ses priorités alimentaires dans la mesure du choix limité offert par son environnement, et la valeur qu'il attribuera à tel gibier par exemple sera directement fonction du nombre moyen de minutés que supposera la capture de ce dernier. Par chance, notre Robinson peut être amené à croiser son gibier préféré dès la première heure d'un matin béni, mais s'il souhaite se le procurer régulièrement, il est facile de comprendre que la valeur de cette proie sera mesurée par le temps moyen nécessaire à sa capture, très facilement exprimable en minutés. Notons ici que, le protagoniste de notre histoire étant seul, la valeur purement économique ainsi attachée à chaque bien sera objective ou naturelle, en tant qu'évaluation du travail. Autrement dit, du seul effort impliqué, de la fatigue physique mesurant la frustration de la chasse, et plus encore, le sacrifice de la portion de vie irrécupérable investie dans cette activité jugée vitale ou prioritaire. De plus, le moindre progrès accompli via l'expérience dans sa manière de chasser, voire de concevoir des pièges de plus en plus subtils, peut lui simplifier la vie et accélérer d'autant la satisfaction de ses besoins alimentaires en lui faisant ainsi gagner du temps, ce qui aura pour effet direct de réduire la valeur objective du gibier en question en termes d'effort-coût, libérant le reste de sa journée pour d'autres activités éventuelles, sans doute de moins en moins vitales. En résumé, la rareté suscite donc un besoin de travail en vue de la satisfaction d'une consommation sous forme de biens matériels jugés par définition utiles, et la minuté permet de mesurer l'effort nécessaire en termes concrets et chiffrables de valeur objective universellement égale et donc immuable, puisque correspondant à 60 secondes de vie humaine. Cette unité de temps vécue, aussitôt et à jamais perdue à la façon d'une mort partielle, constitue le seul paramètre permanent de la situation insulaire en question, tandis que la quantité totale de temps disponible se limite à 24 heures par jour, en considérant que même le sommeil puisse être un choix économique comme les autres. Dans cette version, on ne peut plus simplifier de société réduite à un seul individu autonome,
la valeur objective maximale quotidienne de Robinson est de 24 heures, diminuée du temps de sommeil et de repos diurne, voire des pauses repas, si l'on considère la définition habituelle d'une activité en tant que travail. Ainsi, le capital quotidien potentiel de 1440 minutés se réduit-il plus raisonnablement, sur la base supposée de 8 heures d'une forme ou d'une autre de labeur sur 6 jours par semaine, à 480 minutés effectivement disponibles. Dans ce cadre moyenné techniquement mesurable, toutes les activités que cet homme solitaire considérera comme un effort, autrement dit, une obligation peu ou prou imposée par les circonstances ou rendue nécessaire par son propre choix, seront ici évaluables sous la forme du montant direct des minutés qu'elles impliqueront, ni plus ni moins, tandis que seules des variations de productivité ou d'organisation permettront à Robinson Crusoe de développer le confort de sa solitude, tant sur le plan matériel que pour son bien-être psychologique au fil du temps. Il faut noter par ailleurs que plus il diversifiera sa production d'efforts ou de travail en multipliant ses résultats sous forme de biens librement choisis, plus la valeur objective unitaire de chacun de ces biens diminuera, puisqu'en aucune façon son capital quotidien objectivement disponible ne saurait changer. Il semble donc logique de dire que la valeur objective de toute production diminue en proportion directe de son volume croissant, ce que l'histoire économique semble pour le moins toujours confirmer. Dès lors que Robinson Crusoe n'est plus seul grâce à la présence de Vendredi, l'analyse économique embryonnaire plonge aussitôt dans l'inconnu d'une microsociété, au sein de laquelle la valeur objective devient aussitôt subjective et socialement historique, en fonction des rapports entre les deux protagonistes dans la durée, tandis que toutes les données élémentaires de cette socio-économie naissante se trouvent relativisées par l'interférence ou l'interdépendance de deux volontés différentes, de deux agents économiques ou sujets précédemment autonomes. C'est alors qu'à l'instar de toutes les dualités physiques de l'univers infini, depuis les mouvements internes de l'atome jusqu'aux attractions intergalactiques, l'inévitable interrelation qui s'initie aussitôt produit le premier contact, véritable étincelle de communication entre les deux forces potentielles en présence, dont la nature plus ou moins pacifique dépend largement du contexte qui s'impose à l'ensemble de ces deux éléments, lesquels vivent sur une île qui n'est désormais plus déserte pour personne. La rareté joue ici un rôle primordial, puisqu'elle peut mettre en concurrence vitale deux bouches ayant besoin de manger pour survivre dans un contexte de ressources insuffisantes, voire très difficilement accessibles. C'est l'explication la plus usuelle de la valeur des choses, exception faite du fameux syllogisme qui veut qu'un cheval boiteux soit d'autant plus cher qu'il est rare. Cela étant dit, la rareté commune n'induit une valeur qu'à travers le travail ou l'effort impliqué pour la combattre et la vaincre, ce dernier étant toujours mesurable en minutées objectives d'existence offertes, humainement et naturellement équivalentes d'une personne à l'autre, en dépit de tous les biais culturels ou historiques qui apparaissent en même temps que la société. Ainsi, la rareté n'explique-t-elle pas directement la valeur, pas plus qu'elle ne saurait la mesurer de façon fiable et permanente, puisque tout dépend en réalité du travail qu'elle implique pour obtenir l'objet ou le bien qu'elle caractérise. Par contre, la rareté agit sur le comportement de tout être vivant et autonome vis-à-vis des autres, en instaurant une concurrence vitale aussi implacable pour les humains que pour la faune et la flore qui les entourent. Les limites spatio-temporelles de l'existence terrestre font que les ressources sont rares, et l'état de nature hobbesien, en l'absence de toute société minimale, condamne chacun à lutter pour sa survie dans une course folle qui semble très loin d'être apaisée par la mondialisation libérale actuelle, malgré les spectaculaires progrès que les sciences et les techniques accomplissent chaque jour. Il est vrai que dans le monde d'aujourd'hui, la multiplication artificielle des biens et services disponibles autorise une démocratisation notoire, mais cette dernière reste foncièrement injuste et paradoxalement inégalitaire, alors même que les conditions semblent techniquement réunies pour partager équitablement les fruits du génie humain collectif dans le respect des ressources planétaires. C'est ce paradoxe aberrant, entretenu par la folie ubuesque des pouvoirs financiers ultralibéraux et de leurs serviteurs politiques, qu'une analyse enfin socio-économique basée sur la minuté devrait permettre de scanner finement, afin de pouvoir en mesurer toute l'antilogique, sans jamais perdre de vue
la réalité humaine dont cet outil de mesure tiendra pleinement compte d'un bout à l'autre de l'analyse, autorisant dès lors, du moins faut-il l'espérer, des conclusions frappées du sceau du bon sens. La rareté des ressources apparaît ainsi comme une excuse facile propre à justifier le comportement naturel de conflits permanents, ainsi que la misère croissante qu'implique l'option 100% ultralibérale et mondialiste imposée aujourd'hui à toutes les populations. Tout comme on peut plaider les circonstances atténuantes pour amoindrir et expliquer la gravité des pires crimes, alors même que le libéralisme vertueux, à la fois local et humain, s'est vu depuis longtemps confisqué par l'installation d'un totalitarisme monopolistique, socio-économique, culturel et politique, dont l'effet pervers est de maintenir artificiellement notre monde en situation de guerre économique, de rareté spéculative et autres gaspillages écologiquement mortifères. Le premier comportement dérivant du moindre contact dans le cadre de ressources naturelles toujours rares est celui de la lutte entre individus ou de la guerre entre tribus, clans et autres communautés en tout genre. Dès la présence de deux êtres en un même lieu, le premier réflexe, si souvent observé dans la nature, n'est autre que de chercher à éliminer ou éloigner le concurrent, solution de loin la plus simple pour supprimer l'état de concurrence vitale. Réaction défensive dont l'instinct de propriété est encore l'illustration la plus courante. Si tel est le cas, Robinson et Vendredi ne sont que deux sociétés encore séparées. Deux individus totalement indépendants dressés l'un contre l'autre dans une lutte mortifère et stressante, propre à gâcher leur vie quotidienne. Outre le fait conséquent que cet état de guerre permanente accapare toute leur énergie, les privant ainsi de faire quoi que ce soit de positif. Dès lors intervient tôt ou tard une évolution comportementale, quand chacun comprend l'intérêt d'une paix coopérative susceptible de sécuriser la survie individuelle nécessaire, tout en additionnant utilement les énergies en un embryon de société. Et dès ce moment-là, on est en droit de dire que la domination physique à l'état brut n'est plus le seul mode opératoire de communication, même si l'un parvient à soumettre ou dominer l'autre. Psychologiquement, l'interdépendance qui se crée entre les deux personnages cohabitant sur l'île tisse un lien social par lequel chacun a besoin de l'autre, pour des motifs qui paraissent dès lors aussi différents que complémentaires, hors le besoin de survie solidaire. Remarquons au passage que les deux individus ainsi en présence peuvent simplement échanger ce qu'ils chassent, cueillent, pêchent ou fabriquent, auquel cas le troc qui en découlera les transformera aussitôt en artisans commerçants de statut équivalent, sans pour autant que les valeurs objectives échangées puissent être égalitairement respectées, pour les raisons déjà mentionnées plus haut. Ils peuvent de même vivre pratiquement en couple en se répartissant gratuitement des tâches qui n'auront toujours pas la même valeur objective la plupart du temps. Enfin, plus vraisemblablement, ils peuvent s'associer dans une forme d'entreprise pour la réalisation de quelque objectif inatteignable en solo, auquel cas ils connaîtront les premiers rapports de travail, toujours avec le risque d'un échange de minutés spontanément déséquilibré, puisque l'un des deux domine l'autre, en prenant l'habitude de décider seul pour le duo. En tout état de cause, cet embryon de société aura tôt fait de se hiérarchiser entre un meneur et un suiveur, ou un dominant et un dominé, sur la seule base d'une justification de la différence systématique qui fait gagner celui qui s'impose aux dépens de celui qui subit. À l'échelon de deux individus, on imagine facilement que la force de caractère, l'esprit d'initiative ou la seule inspiration d'une idée utile peut justifier le leadership en question et les avantages qui en résulteront inéluctablement concernant le transfert de valeurs objectives que cette domination subjective impliquera. Dans la réalité historique des sociétés plus nombreuses, et dès le stade d'un clan ou d'une tribu, les dominants s'imposent sur des critères de plus en plus infondés, incluant souvent la force physique ou les moyens d'une richesse matérielle relative, mais aussi plus subtilement la superstition, la manipulation psychologique des suiveurs via une compétence charismatique d'entraînement, parfois un savoir-faire particulier jalousement transmis à quelque initié, voire tout aussi bien l'hérédité de la position sociale et la propriété terrienne, desquelles découlent historiquement bien d'autres formes de pouvoir socio-économique, dans un effet cumulatif quasiment inévitable. Ainsi donc, la rareté suscite non seulement un impérieux besoin d'action imposé par l'environnement, mais surtout
Un comportement à la fois individuel et social, dont la finalité est d'améliorer les conditions matérielles de la survie, puis de la vie humaine, au travers d'une forme d'équilibre précaire sans cesse improvisée, reliant nécessairement des êtres aussi historiquement différents que naturellement égaux. 10. Leadership et progrès, ou l'inégalité positive. L'égalité naturelle et objective de tous les êtres humains vis-à-vis de l'existence disparaît hélas dans la minute qui suit la naissance de chacun, marquant le début de la vie en tant qu'aventure individuelle au sein de l'histoire collective de l'humanité. Il s'ensuit un destin chaque fois unique, aussitôt modulé par les circonstances de conditions socio-économiques et culturelles pour le moins déterminantes, selon le milieu familial immédiat et les aléas de la vie. Or, la nature contraignante du milieu dans lequel l'enfant naît n'empêche pas forcément celui-ci de se réaliser individuellement, en particulier dans les sociétés assez libres et ouvertes à l'idée de progrès ou d'innovation. De fait, nombreux sont les exemples de personnalités ayant réussi d'un point de vue culturel, social ou matériel, malgré les pires conditions de départ, faisant preuve de qualités propres à briser toutes les barrières du déterminisme socio-économique, à la façon d'un Bernard Tapie dont la force de caractère et l'optimisme charismatique excuseraient presque tous les excès, à moins qu'il ne les explique. Malgré le verrouillage de l'ascenseur social qui caractérise toute société vieillissante, sclérosée par ses propres contradictions, force est de constater que certains d'entre nous parviennent bel et bien à prendre l'escalier, puisque, après tout, chaque contexte historique est susceptible d'offrir de nouvelles opportunités, laissant son libre cours à l'initiative individuelle ou collective, autrement dit, à la liberté d'entreprendre, dans le sens le plus large possible du terme. La vie tribale en milieu naturel, qui fait rêver les bobos parisiens en quête d'authenticité pittoresque, se caractérise hélas le plus souvent par une quasi-absence d'évolution, une communautarisation totale et vitale interdisant toute initiative novatrice, entretenue et verrouillée par un ensemble de rites et de superstitions au sein d'une hiérarchie immuable, dans le cadre d'une société tout à fait respectable en tant que telle vis-à-vis de son propre contexte, mais tout aussi impossible à généraliser en tant que modèle, en particulier lorsque l'échelle géodémographique acquiert la moindre ampleur. Dès lors, le seul but des réflexions socio-économiques doit être la recherche d'un juste milieu, si possible mesurable, afin de s'imposer incontestablement comme un fait objectif propre à réconcilier tous les points de vue en la matière, puisque la finalité de toute connaissance est bien de comprendre, autrement dit, d'inclure par complémentarité ce qui semble s'exclure par préjugé ou ignorance. C'est ainsi, et seulement ainsi, que toute science rejoint l'essence des choses chaque fois qu'elle parvient à décrire les mécanismes de la loi naturelle en dépassant les limites trompeuses de nos sens premiers. Le réflexe de peur d'un skieur débutant ignorant tout de ce sport est de se pencher en arrière tout en raidissant les jambes, ce qui ne fait qu'accélérer la descente et garantir la chute, alors que la moindre conscience de la loi physique lui fournit aussitôt maîtrise et sécurité en prenant le contre-pied de son instinct pour se pencher vers l'aval et plier souplement les membres inférieurs. Au stade actuel de ces réflexions, force est de reconnaître que c'est bel et bien la liberté d'initiative individuelle, grâce à l'intarissable créativité qu'elle autorise, qui est depuis toujours le moteur principal de tout progrès matériel autant que social, politique et culturel. Dès lors, la finalité de la présente recherche est de rendre compatible la libre marche de l'aventure humaine, dans ses comportements historiquement naturels, mais relativement irrationnels, avec le juste respect minimal de l'égalité objective qui préside à l'essence des choses comme des êtres, un peu à la façon d'un moyen permettant enfin de distinguer le bon cholestérol du mauvais, afin d'améliorer la santé. L'idée sous-jacente est qu'un tel progrès doit éclairer l'humanité sur les conditions objectives permettant le maintien d'un équilibre optimal et durable entre ces deux nécessités complémentaires, afin de ne plus risquer les fatales disproportions de la construction sociétale, tandis que le résultat attendu devrait assurer une paix et une justice socio-économique minimale concernant les besoins vitaux, matériels et culturels de chaque personne vivant en société. Il apparaît donc ici
que le rôle déterminant du leader justifie sa fonction et son autorité dans la pratique historique spontanée, à la seule condition d'être suffisamment utile et profitable au suiveur pour que ce dernier s'associe à son projet et accepte la domination correspondante sur la base d'une réelle compétence. Traduite en termes actuels, cette évidence apparente explique pourquoi on peut à juste titre admirer et soutenir un petit entrepreneur qui mouille sa chemise au quotidien en compagnie de salariés qu'il connaît personnellement, tandis que les abus éhontés du management aveugle d'une multinationale seront à juste titre ressentis comme insupportables et en tout point comparables à une délinquance économique sans limite. Cette différence d'attitude indiquant au passage l'importance de l'échelle, de la proportion et de la finalité. C'est à l'intérieur de limites précises à fonder objectivement que le libéralisme positif doit être défini, afin de correspondre pleinement à la liberté universelle que supposent la justice et la démocratie socio-économique. Par ce dernier terme, il faut comprendre la possibilité pour tout citoyen libre de s'épanouir dans l'entreprise de son choix, auto-fondée, associative ou via une embauche classique. Liberté à entendre, au sens d'objectif non pas nécessairement économique stricto sensu, mais tout aussi bien social ou culturel, en retrouvant viabilité et rentabilité à une échelle aussi locale et humaine que possible, mais sans pour autant prétendre ni pouvoir empêcher l'improvisation historique de l'inévitable coagulation des puissances économiques privées et planétaires, déjà largement déconnectées de la réalité utile, et dont les énormes entités financières continueront à s'entre-dévorer, le cas échéant. L'essentiel est de recréer de façon pérenne les conditions d'une vie socio-économique localement, régionalement et nationalement dynamique, aussi autonome ou souveraine que possible à tout point de vue, afin de se protéger du libéralisme mondialisé en se distanciant de ses rouages hors sol et de sa logique financière de plus en plus absurde. Il faut donc déconnecter ce qui connecte de ce qui déconnecte, pour ne pas dire pire en plus court. Le niveau d'aberration déjà atteint depuis très longtemps par le capitalisme hyperfinancier depuis qu'il se mondialise montre que la déconnexion de la réalité est avant tout le fait de son propre marché dérégulé, puisque ce dernier ne respecte en aucune façon les principes du libéralisme, aboutissant aux diktats de monopoles surpuissants associés à des États-entreprises qui n'ont plus rien de démocratique, au travers d'une irrationalité de plus en plus patente. Il est donc urgent de définir plus logiquement les critères d'un équilibre optimal, en même temps que toutes les conditions pratiques d'une compatibilité durable entre les diverses échelles de gestion économique et sociale, et sur la base d'une observation aussi réaliste que possible. Pour l'heure, constatons que la liberté individuelle doit inclure et respecter celle d'entreprendre, tandis que l'autorité fonctionnelle qui correspond à cette dernière ne saurait être remise en cause, dans la mesure où elle conditionne l'efficacité que suppose tout projet d'entreprise. L'idée très souvent innovante qui suscite le besoin d'action est la condition sine qua non de tout progrès et de toute croissance utile, bien que depuis des décennies, les excès induits par l'évolution capitaliste nous éloignent de l'équilibre optimal, parce que l'ignorance de la réalité totale dicte au plus puissant des comportements d'une bêtise de plus en plus injuste. Car il serait bon qu'en réponse à une mondialisation inéluctable aussi déséquilibrée, une totalisation de l'entendement nous évite le totalitarisme économique autant que politique. Sous ce terme écrit en italique, il faut lire une compréhension des devoirs naturels de chaque dominant, dans l'intérêt même de son propre objectif, autant que pour pérenniser sa raison d'être socio-économique, un peu à la façon d'un certain paternalisme patronal hélas effacé depuis longtemps par les effets pervers d'une concurrence aussi malhonnête qu'inhumaine. En utilisant désormais le simple outil de la minuté et sa mesure objective à la fois invariable et universelle, laquelle ne saurait être niée qu'en s'avouant aussi subjectivement partial qu'un esclavagiste, il doit être possible de différencier enfin le libéralisme utile et épanouissant de l'ultralibéralisme superflu et nocif qui caractérise la situation mondiale actuelle, non pas dans l'intention illusoire d'arrêter la course forcément spontanée et improvisée de ce dernier, dont les effets ne sont d'ailleurs pas tous négatifs, mais afin de garantir et de préserver pour les suiveurs un égal minimum de liberté, de paix et de justice dans la dimension socio-économique de ces trois idéaux. Après tout,
Il ne s'agit là que de favoriser l'avènement d'une néogestion socio-économique 10 fois plus efficace, rationnelle et plus que jamais économe en énergie humaine et fossile, en prouvant qu'à l'inverse du réflexe comportemental usuel et obsessionnellement financiarisé des dominants d'aujourd'hui, la justice sociale minimale conditionne autant la justesse économique optimale que l'équilibre politique maximal de toute civilisation. Janvier 2020.